Scriptonite, l'émission qui décrypte littérature jeunesse et culture pop, chaque mois sur Radio Boomerang 89.7 FM. Gotta meet the new boss by 8 a.m. I'm no Superman. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Boomerang 89.7 dans Scriptonite, l'émission littérature jeunesse et culture pop. Aujourd'hui est un grand jour, puisque c'est notre toute première émission. Pour vous présenter rapidement notre projet, on est un groupe d'étudiants, voire même de copains, qui avons envie de partager notre goût de la littérature jeunesse. On vous retrouvera une fois par mois pour discuter autour d'une thématique. Vous comprendrez assez vite qu'on a chacun nos spécialités, et c'est ça qui est intéressant. Je vais donc laisser le soin à Grégor de présenter toute l'équipe. Alors, je vais vous faire un petit tour de table. Je vais commencer donc par Marie. Donc voilà, elle s'appelle Marie, on est surpris qu'elle ait tenu sa place assez longtemps pour être avec nous, mais elle est souvent désolée d'être désolée, donc navré. Ne soyez pas surpris. Ah, navré aussi. Plus incollable qu'Oncle Benz sur les albums de toute production jeunesse, elle vous parlera comme une experte. Alors, elle s'appelle Dani, jeux vidéo, animé, culture pop, l'équivalent humain d'une Japan Expo. Elle rendra ses lettres de noblesse à la culture pop qui nous entoure. Oui. Enfin, vous l'avez déjà entendu, elle s'appelle Flore. Elle m'a interdit de faire des blagues sur les fleurs. C'est une dictatrice, activiste, féministe, utopiste, altruiste, culturiste. Bon, le premier, le dernier, c'est pas tout à fait vrai et c'est un peu triste. Elle saura planter les graines du débat par ses sujets originaux, voire controversés. On a Morgane, elle lit de droite à gauche, elle tient ses livres à l'envers. Autoproclamée guerrière dans l'âme, c'est une otaku férue de shoujo. Elle vous parlera manga, thriller psychologique, épouvante et aventure sulfureuse. Salut! Alors, elle s'appelle Juliette. Créée dans un laboratoire secret de la Warner, c'est une experte en série. Netflix ne lui fait pas de suggestions, il lui en demande. Coucou. Et enfin, on a Dédé. Bonjour tout le monde. Comme vous l'entendez, c'est l'apport en testostérone qui vient me contrebalancer. Alors, Dédé, les initiales de notre ami Daredevil, l'homme qui ose tout. Il osera nous parler de tout ce qu'il veut, quand il le souhaitera, et quand il trouvera ça intéressant, et ça le sera. Je suis tout terrain. Et n'oublions pas Grégor, Greg pour les groupies, l'homme qui vient de vous faire cette présentation de bonne aloi. Grégor a les dents blanches, la barbe bien taillée et ses vaccins sont à jour. Il fait de la soupe de cresson comme personne et peut en outre chanter, danser et voler, mais seulement entre 1h et 7h du matin. Greg, c'est le cerveau de Pierre Bourdieu et le physique de Justin Timberlake. A dream come true. Ancien membre des services secrets britanniques sous couverture, il sera notre spécialiste BD Comics et analyste pointilleux du super-héroïsme. Vous savez tout. Et pour aujourd'hui seulement, Thomas Gribaud avec nous en tant qu'invité spécial. Il est amateur, un peu plus que amateur de jeux de rôle, grand fan de comics et plus particulièrement de Superman. Batman. Batman. J'ai tout de dit suite, Superman. Il a la casquette. Ça commence. Oui. Coucou tout le monde, coucou Radio Boomerang. Merci à toute l'équipe de Scriptonite de m'avoir invité aujourd'hui. Et bonne émission à tous. Avec grand plaisir. Merci à tous pour ces présentations on ne peut plus exactes. On ne va pas laisser durer le suspense plus longtemps. Tout de suite, Marie va nous dévoiler le thème d'aujourd'hui. Oui, j'aime dévoiler les choses. Qu'est-ce que notre thème du mois ? Elle vous fait claquer des dents, vous donne des sueurs froides, vous noue l'estomac et vous fait les jambes en coton. Vampires, loups-garous, sorcières, fantômes et monstres en tout genre, tapis dans les ténèbres derrière vous et prêts pour la danse macabre. Votre nuque chatouille, vos cheveux se hérissent et vos mains sont moites. C'est normal puisque le thème du mois, vous l'avez deviné, à quelques jours d'Halloween, c'est la peur. Mais qu'est-ce que la peur ? A priori, un sentiment. Et quel sentiment ? On pourrait dire que la peur est un des 4 piliers de la fiction. Christian Chelbourg dit bien, comme la littérature produit sur nous des effets physiques. Elle nous fait rire, elle nous fait pleurer, elle nous fait peur et elle nous fait désirer. La peur est un des biais fondamentaux qui nous permettent de ressentir les histoires. La peur est donc ce sentiment familier que l'on éprouve tous les jours à l'épreuve du réel, mais que l'on retrouve également dans notre expérience de la lecture, ce qui nous intéresse aujourd'hui, de la lecture et de la fiction au sens plus large.
Ce sentiment, parfois irrationnel, parfois légitime, parfois un peu surjoué, mais toujours présent au quotidien et dans notre littérature, va être notre sujet du jour. Elle est thématisée dans un univers fantastique et macabre bien connu. Peur de la nuit, des monstres, des cauchemars et des sorcières. Mais il y a aussi ces peurs plus intimes dont nous allons parler aujourd'hui, plus complexes. Peur du vide, des gens, de l'abandon, de soi-même, voire peur de la peur elle-même et de ce qu'elle engendre. Vaste sujet donc que nous abordons ici. Cette peur qui nous habite, qui nous modèle au cœur de notre lutte avec elle et nous fait grandir par le dépassement et ajuste en nous peut-être la part d'ombre et de lumière. Aujourd'hui donc, pour parler frissons, nous sommes en présence de toute la joyeuse bande que nous vous avons présentée. Greg nous parlera tout d'abord de l'homme chauve-souris et d'une galaxie très très lointaine. Juliette prendra ensuite le relais et nous pénétrerons dans le mystère surnaturel avec la série événement Stranger Things à voir et à revoir. Ensuite, Fleur vous parlera roman avec le titre Coraline de l'excellent Neil Gaiman. Et roman toujours du côté de Damien qui a dépoussiéré pour vous son bon vieux Frankenstein de Mary Shelley. Quant à moi, votre dévoué, je vous présenterai des albums pour les petits et me questionnerai sur les enjeux de la peur chez l'enfant. 7 ans d'âge mental, c'était tout indiqué. Enfin, Morgane et Dany, nos otaku de choc, vous parleront manga et jeux vidéo. Préparez-vous à faire monter le flipromètre avec Morgane, King's Game, quand la peur dévoile les ressorts de notre psychologie, et avec Dany, Dread House, le jeu vidéo immersif qui décuple vos sueurs froides. Et donc, showtime, je laisse la parole à Greg. Merci. Alors, vous l'avez bien compris, je vous parlerai comics et principalement super-héros. Alors, le héros dont je vous parle pour le moment, il vit tapis dans l'ombre, il hante les rues de Gotham City. Alors, sa silhouette noire et sa longue cape, ça a de quoi faire peur, dire comme ça, on voit ça dans la vraie vie. Ouais, je pense que j'aurais très peur. En revanche, pour les comics, ça, c'est peut-être pas le média auquel on s'attend le plus pour traiter de la peur. Puisqu'en effet, si on prend les super-héros de l'âge d'or, comme ils ont été conçus à la base, si on pense d'abord à Superman, on a plutôt des symboles d'espoir et des histoires amusantes, divertissantes du moins. C'est vrai que les héros prennent pas trop de risques à l'époque. On a des héros qui vont sauver des petits chats, on a des héros qui vont nous sauver des petits chats, qui vont aider les vieilles dames, qui vont empêcher une banque de se faire braquer. Mais c'est pas la peur la vraie. En fait, on attend beaucoup plus tard pour avoir la peur, puisque les héros ne risquent rien à l'époque. Et c'est avec l'âge d'argent plutôt et l'apparition des premiers risques véritables pour les héros, qui risquent de perdre leur sidekick. On pense à un événement super important dans l'univers de Batman, qui donc incarne par son costume la peur, mais qui on n'est pas sûr qu'ils la connaissent finalement cette peur. Donc jusqu'à ce qu'ils perdent Robin, savagement assassiné par le Joker. C'est beaucoup trop douloureux comme sujet, Grégoire. C'est pour ça qu'elle est morte de rire. Mais non, mes émotions sont confuses, j'aime trop Robin. Mais, pardon. Et oui, on a tué l'homme coloré. Mon obsession pour le vert vient de là. Et donc c'est là qu'on commence à avoir en fait un petit sentiment de peur du côté des super-héros, pas la peur qu'ils vont inspirer, puisque Batman a toujours inspiré la peur, donc je pense particulièrement au Bat-Signal, qu'on voit souvent comme une sorte de téléphone pour lui, mais de nos jours ça existe les téléphones, ils ont une technologie de folie, et si le Bat-Signal reste finalement c'est plus ce côté-là, ce côté d'inspirer la peur aux méchants, et ça Batman le fait très bien, mais la ressentir, c'est pas donné à tous les héros, c'est pour ça que je voulais parler aussi d'Anakin, puisqu'on fait un traitement un peu plus complexe maintenant de la peur dans les comics et dans les productions pop culture, c'est que il faut reconnaître que la peur doit faire partie de leur champ aussi émotionnel. Je pense que la grande erreur des Jedi dans Star Wars, c'est justement d'avoir banni la peur. On pense à la phrase de Yoda qui nous dit la peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène au côté obscur. Et ce qui perd les Jedi finalement, c'est plus ce côté de se bannir. On pense souvent à l'amour, mais aussi à la peur. Si Anakin avait traité ses peurs de manière rationnelle, s'il les avait adressées, peut-être qu'on n'en aurait pas eu notre grand méchant à la voix un petit peu masquée. Vous avez ressenti la peur là. Tout à fait. Et donc c'est ce traitement-là de la peur qu'on a fini par avoir avec Batman qui nous enseigne, je pense au film de Nolan, que c'est en fait en affrontant ses peurs et pas en les surpassant, pas en les ignorant, vraiment en faisant face et en acceptant que ça fasse partie de nous, qu'on peut justement les dépasser tout en les gardant avec nous, mais aller plus loin
et s'en servir comme quelque chose de sain. Donc c'est pas une émotion qui est en soi mal ou bonne, c'est juste quelque chose de naturel qui peut être utilisé à de mauvaises fins, comme le corps des Yellow Lantern qui utilisent la peur comme arme. On pense aussi à l'épouvantail, il y a beaucoup de méchants comme ça autour de la peur. Mais on peut avoir des gentils aussi, donc. Et je pense que le traitement le plus moderne qu'on ait de la peur maintenant, c'est pas tant chez ces héros auxquels on pense en premier, donc je pense à Batman, mais des gens un petit peu plus modestes. Donc je voulais parler de Spider-Man aussi en fait, qui en fin de compte représente la peur peut-être la plus crédible, parce que finalement, moi j'ai pas peur quand je lis Batman, je me vois pas me faire attaquer par un fou avec un parapluie. Alors que quand je lis Spider-Man et que je vois que le mec a juste peur de perdre son job, de pas pouvoir payer, il a des problèmes de cœur, il sait pas s'il va se faire quitter. Tout ce genre d'enjeu, je pense que c'est la vraie peur. Et c'est peut-être une peur beaucoup plus saine. C'est parti pour les questions. Merci Greg. Alors, quand tu lis Batman, t'as pas peur, mais moi quand je vois Batman, j'ai peur. Je me suis mise à revoir la série animée qui était sortie dans les années 90 il y a quelques temps. Et en fait, il y a un côté quand même... je trouve, un fou qui nous attaque avec un parapluie, c'est peut-être un peu farfelu comme façon de présenter le pingouin, mais les méchants dans Batman, c'est tous des gars qui ont eu une très très mauvaise journée, en gros, et qui ont basculé dans la folie furieuse. Et je sais pas, il y a quelque chose de ce basculement du quotidien vers cette folie furieuse des personnages dans Batman qui moi me fait peur. Et puis il y a quelque chose de très malsain qui est développé. Scarecrow quand même, l'épouvantail, il fait flipper. Et je pense aussi à Baby Doll, à Clayface. Enfin, c'est bien flippant quand même. Mais oui, tu voulais parler de la peur du héros lui-même en fait. C'est ça. Dans un rapport d'identification. Et je pense que dans le rapport d'identification, les méchants dont tu parles sont justement des gens qui n'ont pas géré leur peur eux-mêmes. Scarecrow, il a vraiment perdu toute notion de peur qu'il peut plus ressentir. Et sans être complètement coupé, on voit que ça l'a rendu fou. Après, on a d'autres personnages qui sont justement... hanté en fait par un sentiment de peur, par exemple Double Face qui vit dans la peur du destin, et sa seule manière de gérer c'est ça, c'est sa pièce qu'il lance constamment, et il se renforce d'un côté de savoir, c'est la peur de l'ignorance qui le garde. Et on oublie aussi notre super clown le Joker, qui, moi je pense qu'il a aussi un peu peur quand même, le Joker. Pour moi il a peur de la rationalité en fait. C'est peut-être ce qu'on voit dans The Killing Joke quand il tire sur Barbara Gordon et qu'ensuite il essaye de rendre totalement fou justement par les peurs les plus intimes, le commissaire Gordon. Et moi je pense que c'est vraiment ça le Joker, c'est un mec qui a peur de revenir dans le côté rationnel, alors que Batman justement va mettre son masque pour affronter ses propres peurs et les dépasser, à l'inverse de ce que tu disais sur ces héros qui sont prisonniers de leur peur à chaque fois, quoi, sur ces méchants. Étonnamment, c'est là qu'on ressent que le Joker est peut-être plus proche de la peur que Scarecrow en fait, comme personnage. Ouais. Parce qu'il a, à part peut-être ses sentiments qui sont normaux, il a perdu toute rationalité. Et il utilise le rire, et je pense que son rire est beaucoup plus effrayant pour beaucoup de monde. Et cette absence de rationalité, cette absence de logique est beaucoup plus effrayante pour beaucoup de monde que juste les peurs simples ou les menaces. Et je sais pas si t'as suivi leur dernier affrontement dans les comics là, mais il y a vraiment un côté peur sur le Joker qui est donné avec limite un petit côté Stephen King. On sait pas s'il est comme le clown dans ça, s'il va revenir, s'il a toujours été là. Il y a un peu comme une malédiction à Gotham sur ce personnage, et franchement j'avais trouvé ça super bien traité. Ouais. Si, le clown en thème récurrent, malheureusement on n'aurait pas assez d'une émission pour le traiter. Et j'ai le temps ou pas ? Ok. Il y a juste une autre réflexion que je me suis faite cette fois-ci en réaction à Anakin, à l'univers des Jedi qui n'ont pas le droit de se marier et du coup qui vont mal gérer aussi la peur. J'ai l'impression que... alors, c'est hyper cliché, hyper cucu, sortez les violons, mais l'amour contrebalance la peur, ou du moins l'attachement. Et j'ai pensé, c'est peut-être parce que je l'ai revu récemment, mais au film adapté de l'univers de Blizzard, Warcraft, qui est sorti, et dedans on a, alors je me rappelle plus du tout des noms des personnages, à part le sorcier qui pète un boulard parce qu'il s'appelle Medivh et ça me fait penser à Endive, mais Medivh justement perd complètement pied
parce que c'est ce qu'il dit, c'est qu'il s'est isolé en fait. Et normalement, les aspirants, alors il y en a qui connaissent peut-être ça mieux que moi, je sais pas, mais il y a des joueurs de Warcraft dans le coin. Ok, bon. Mais parce que moi je connais l'univers de très très loin, je suis sympathisante, mais voilà, je suis pas érudite. Mais en fait, les mages de cet univers, en fait, n'ont pas le droit de se marier et sont même coupés de leur famille en fait dès l'enfance pour couper tout attachement et vraiment se sacrifier pour le royaume, devenir les protecteurs du royaume. Et ça en entraîne certains, tels que Medivh, qui est le mage le plus puissant et le premier protecteur du royaume, à tomber dans une sorte de côté obscur justement et à utiliser le fel, qui est la magie très très négative, qui va faire venir la horde d'ailleurs des orques dans leur monde. Bref. Voilà, mais ça rejoint très bien le thème, hein, finalement. C'est un petit peu, c'est un parallèle très juste avec les Jedi, puisque c'est cette peur en fait plus profonde, je pense, de si on se pose comme interdit les autres sentiments tels que l'amour, c'est finalement qu'il y a l'interdit est là pour une raison, c'est qu'on veut pas déboucher sur quelque chose d'autre, donc on a déjà posé une conséquence pour lequel on met comme cause donc les autres sentiments, et finalement le seul sentiment qu'on embrasse vraiment en s'interdisant de vivre l'amour, la joie, l'attachement, c'est encore la peur, c'est la peur de ce que ça peut amener. Ouais. Donc c'est assez ironique et finalement sur un raisonnement vraiment illogique de s'interdire la peur juste parce qu'on en a peur en fait. Oui, c'est ça. Et justement, celui qui va arrêter d'avoir peur de la peur, c'est Harry Potter. Bon, du coup, on fait des sauts d'un univers à l'autre, mais je sais plus, c'est Lupin qui lui dit qu'il a cette sagesse que sa plus grande peur soit la peur elle-même, en fait. Voilà. Donc, il va être prêt à l'affronter ou à l'embrasser, je sais pas. Exactement. Bref. Donc après ce petit moment sur les comics, c'est le moment de la pause musicale avec Halloween, interprété par Marilyn Manson. Restez avec nous pour retrouver Juliette qui nous parlera dans quelques minutes de la série événement Stranger Things. Radio Boomerang. Un média libre à l'écoute de la cité. Vous écoutez Scriptonite, l'émission qui décrypte pour vous les littératures de jeunesse et culture pop sur Radio Boomerang 89.7 FM. Nous retrouvons maintenant Juliette, notre experte série, qui vous parlera de la série frisson du moment, Stranger Things. Donc bonjour à tous, je suppose que vous avez tous un ami qui est un peu comme moi, qui va vous tanner pendant des semaines et des semaines, jusqu'à ce que vous regardiez enfin une série dont il vous parle. L'ami en question, c'est toi. Pardon. J'ai pas compris. L'ami en question, c'est toi. Oui. Et du coup, donc pour cette émission consacrée à la peur, je vais vous parler de la série Stranger Things qui est sortie cet été sur Netflix. Donc l'histoire, c'est dans les années 80, dans une petite ville de l'Indiana. Le jeune Will Byers disparaît mystérieusement. Donc il y a 3 groupes qui vont partir à sa recherche. Sa mère, tout d'abord, normal. Le shérif du coin, là aussi tout à fait normal. Et ses 3 copains. Sauf que ces 3 copains, ils ont 12 ans, ils décident comme ça d'aller faire une balade en vélo dans la forêt la nuit, chose tout à fait normale, on est d'accord. Bien sûr. Et en recherchant Will, ils vont trouver une mystérieuse jeune fille, donc de 12 ans également, qui s'appelle Eleven. Et donc elle est en tenue d'hôpital, très mystérieuse, elle a un code barre sur le bras, on ne sait pas trop pourquoi au début. Et donc ces 4 jeunes gens, ils vont partir à la recherche de Will. Et parallèlement, dans la ville, il y a des éléments surnaturels qui sont liés au laboratoire voisin qui sont en train d'apparaître. Donc le laboratoire, il est géré par la compagnie d'énergie de la ville, mais on se rend compte assez vite qu'il y a des expériences qui sont faites et elles ne sont pas forcément étrangères à la disparition de Will. Donc, et c'est très, très mystérieux. Cette série, donc, c'est un véritable hommage au cinéma, à la télévision et à la musique des années 80, avec de nombreuses références à Spielberg, à Stephen King, et au niveau de la musique, à Jean-Michel Jarre, Giorgio Moroder ou encore John Carpenter, avec l'usage excessif des synthétiseurs. Donc cette série, je la conseillerais vraiment à, je vais pas dire à tout le monde, parce qu'on peut pas la regarder avec un gamin de 5 ans, c'est pas logique, mais... toute personne qui a envie de se faire un petit frisson ou un petit frisson, parce que c'est pas de l'horreur c'est pas de l'horreur extrême, c'est vraiment de l'angoisse.
Et c'est... Ouais, franchement, c'est bien. Et la saison 1 est très courte, il n'y a que 8 épisodes. Donc les personnes qui veulent pas s'engager pour regarder toute une saison de 21 ou 22 épisodes, comme les chaînes américaines savent le faire, peuvent la regarder sans... très vite, en fait. Tout simplement. Tout de suite. Voilà. Je me demandais si du coup 5 ans c'est pas bon pour aller Stranger Things. Est-ce que c'est un bon âge pour se perdre dans la forêt? D'après les réalisateurs et les producteurs, enfin les créateurs, 12 ans c'est assez. Donc je pense qu'à 5 ans, je pense que t'es presque en âge d'aller te balader dans la forêt tout seul. C'était l'âge d'Hansel et Gretel, ça ou pas? C'est vrai qu'on pourrait y penser. Mais c'est une série que les enfants, ceux qu'on va appeler enfants, mais qui ont 11 ans et qui refusent d'être traités comme des enfants, regardent, en fait. Ça a du succès, je pense, auprès des nostalgiques. Et puis je pense que les enfants de 11 ans, ils arrivent facilement à s'identifier aux personnages. Ouais. Parce que les personnages, ils sont très réels. C'est-à-dire qu'une intrigue amoureuse, même entre gamins de 12 ou de 15 ans, il y a plusieurs personnages, ça va être traité de façon très réaliste. C'est pas sexué autant que dans les séries qu'on peut voir maintenant. Là tu parles de... je vois de quel personnage tu parles. Après, il y a la grande sœur de Mike aussi, qui se fait rouler des patins dans les toilettes, mais c'est le côté cucu aussi. Oui, puis c'est le côté adolescent, on a envie de plus être sous l'emprise des parents, on fait ce qu'on veut, machin. Puis c'est une nana bien rangée qui va sortir avec le bad boy du coin, et il y a un côté grise en fait. Oui. Il y a tout un tas de références dans cette série, mais c'est assumé en fait. Oui. C'est une série qu'on pourrait critiquer en disant peut-être qu'elle est très fan service, qu'elle est pétrie de clichés, par exemple. Oh, le chien a vu quelque chose, et si nous le suivions? Oh, il sait où est allé Will. Mais en fait, on goûte ça avec délice parce que ça nous rappelle les films des années 80 qu'on commençait à mettre en place, ce genre de mécanique bien huilée. Et c'est tout un travail sur l'ambiance, en fait. Quelqu'un d'autre? Après, je l'ai pas vu, moi, cette série, donc c'est difficile d'en parler, mais comme vous le dites, ça m'intéresse parce que je pense que c'est bien de ne pas s'encombrer justement avec une originalité de forme et utiliser des choses qui ont été vues pour passer des messages simples. Comme tu le disais, il y a le chien qui est paniqué, c'est le danger. C'est bien, ça permet de passer à autre chose et de faire peut-être une intrigue plus compliquée derrière. Ça fait gagner du temps. Tu disais aussi que c'est sur peu d'épisodes. Oui, ils vont droit au but en fait. Il n'y a pas de blabla. Tiens, on va aller ici. Ah non, en fait, c'est là. Ils vont directement au point. Mais que l'intrigue avance, pardon. Désolée. Mais par contre, du coup, il y a beaucoup de clichés ou pas? Parler du bad boy et tout. C'est cliché, mais sans l'être. Le cliché assumé, du coup, il passe pas comme un cliché. Ok. Je sais pas si c'est clair, mais... Ouais, on est plus dans une situation où on réutilise des motifs, mais en plus en pleine conscience de les réutiliser. La série fait beaucoup de références en fait à la culture des années 80. Je pense un moment en fait j'ai revu le premier épisode hier parce que j'ai voulu la faire découvrir à quelqu'un et on voit la maman de Will Byers qui essaie de rentrer dans le château fort de son fils qui s'est construit dans la forêt et elle vient et elle lui dit je t'ai pris des tickets pour Poltergeist. Bon, dans le genre film frisson, des années 80, ça se pose là et il y a plein de trucs à fumer parce que Poltergeist c'est bien cliché aussi. Et justement dans la série, on va avoir ce lien au surnaturel, les lumières qui clignotent, donc en plein Poltergeist quoi. Donc il y a cette espèce d'indice déjà de lecture sur ce qui va se passer dans la suite de la série qui est donné dans le tout premier épisode. Je ne connais pas la série, mais est-ce que pour complexifier l'intrigue, il y a un enchaînement de phénomènes paranormaux comme dans la série, par exemple X-Files? Je sais que X-Files c'est dans les années 90, c'est pas forcément de votre génération, mais bon, moi je les suis. Alors, pour la note, Damien a 27 ans et on en a 23. Oui, je suis un peu trop mature pour eux, c'est pour ça. Non, du coup, pour répondre à ta question, c'est quoi déjà ta question? Est-ce qu'il y a en fait... Ah oui, les éléments ils arrivent séparément, mais sans rien spoiler, on se rend compte que forcément ils ont un lien. Comme je l'ai dit quand j'ai présenté la série, c'est le laboratoire qui est perdu au fin fond de la forêt,
qui a fait des expériences un peu bizarres, et c'est ça qui a créé tous les événements surnaturels. Oui, ça marche un peu comme un puzzle, quoi. Oui, Petit à oui, petit, forcément. tout ça. Forcément. En vrai, c'est pas comme il n'y a que 8 épisodes, c'est vraiment. Ça suit une ligne rouge. C'est pas un épisode, un cas surnaturel. Ouais, voilà. En tout cas, ça donne envie de regarder cette série. Je pense que je vais m'y mettre bientôt. Donc, changement de média maintenant et de tranche d'âge. Maintenant, avec Marie qui va vous parler de la peur dans les albums jeunesse. Oui. Alors, donc on change de média, comme l'a dit Flore. Je sais pas si le terme d'album jeunesse parle à tout le monde, en fait. Parce qu'il y a le terme d'album BD aussi, qui est assez proche et avec lequel on peut confondre. Donc l'album jeunesse, en fait, c'est ce que vous appellerez les livres illustrés que vous achetez pour les enfants à partir, on va dire, de 1-2 ans et jusqu'à 7 ans, 8 ans. C'est ces albums qu'on travaille beaucoup à l'école avec les petits et qu'on va leur lire le soir, plein d'images plus ou moins effrayantes. Donc la question que je me suis posée en rapport avec la peur, c'est est-ce qu'on fait vraiment peur aux enfants dans l'album de jeunesse ? On peut pas traiter la peur évidemment pour un enfant de 4 ans, que pour un enfant de 11 ans, que pour des adultes ou young adults. Et moi, j'en suis parvenue à cette hypothèse selon laquelle, en fait, l'album de jeunesse... J'en suis parvenue à cette hypothèse, comme si c'était une idée brillante. En fait, c'est tout à fait logique. On parle de la peur, on parle beaucoup de la peur dans l'album jeunesse, mais parce que l'enfant, de toute façon, a peur. A peur du noir, a peur de l'absence. Et très très imaginatif et c'est de là aussi que surgissent justement les monstres et les chimères de son imaginaire. Et donc en fait mettre en scène la peur dans l'album de jeunesse, ça va désamorcer ces craintes infantiles et finalement on joue à se faire peur. Mais on le verra, il y a plusieurs façons de désamorcer la peur dans les albums. Il y a le ridicule, comme dans Cornebidouille, le monsieur s'appelle Pierre Boulard, je crois, l'auteur. Et Cornebidouille, c'est ça. On va ridiculiser la peur, en fait. Le petit gars est vraiment malin. Et il va devoir affronter une sorcière qui a pris pied dans sa maison. Et cette sorcière, justement, à chaque fois, il va retourner ses tours contre elle-même. Donc elle va se voir miniaturisée, envoyée dans les toilettes. Le petit garçon tire la chasse. C'est une fin un petit peu cocasse, un peu rigolote. Et on ridiculise la peur. Je peux penser aussi un peu dans cette perspective-là à l'album Papa de Philippe Corentin. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, je sais que Flore le connaît, parce qu'on papote. Et Papa, en fait, c'est un petit garçon donc, qui va se coucher, tout bêtement, et qui dit à son père « Est-ce que tu peux laisser la porte entrouverte parce que je suis pas trop rassurée, j'ai peur des monstres !» Et le petit garçon se couche, on voit un monstre couché à côté de lui dans le lit, et on voit écrit en très très gros sur l'album « Papa !» Et là, la porte s'ouvre, mais la porte s'ouvre de l'autre côté, et c'est le papa monstre qui vient chercher le petit garçon monstre et qui lui dit « Oh, mais voyons, n'aie pas peur des monstres !» Donc le monstre, c'est l'autre, c'est l'humain finalement. En fait, dans cet album, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Et par une situation un peu cocasse, d'inversion, on va réussir à désamorcer ça pour les enfants. Bon. Après, il y a aussi des albums qui font vraiment peur, par leur graphisme ou par l'ambiance qu'ils créent. Donc j'ai ramené aujourd'hui, d'ailleurs, si quelqu'un veut le feuilleter, Loup Noir. Donc Loup Noir, c'est un album format paysage. Donc tout de suite, format paysage, on sait que ça va être assez immersif, parce que c'est le format cinéma, enfin le format 16/9, un peu. Et c'est un album qui est d'autant plus cinématographique qu'il n'y a pas de paroles dedans. Il n'y a pas de texte. Donc en fait, l'image est très très stimule beaucoup l'imagination. Le cadrage, c'est pareil. En fait, c'est le cadrage qui dit tout. Les gros plans sur les yeux de la bête tapis dans les bois, etc. Alors c'est un album qui est tout en noir et blanc, en fait, tout en juste noir et blanc, il n'y a pas de contraste en gris, et c'est très très découpé. Donc la technique de création de cet album, d'ailleurs, c'est une découpe au laser. Mais bref, je parle de ça, c'est pas anodin, c'est parce que les enfants, en fait, dès leur plus jeune âge,
leur plus jeune âge, sont très sensibles en fait au contraste direct entre le noir et le blanc. Les silhouettes, c'est quelque chose qui stimule beaucoup les enfants, c'est aussi pour ça que j'en parle. Et donc cet album va immerger l'enfant dans un univers qui est complètement, on parlait de stéréotypes tout à l'heure, mais stéréotypique de la peur. On a les bois, la nuit, la neige et le loup. Et on a même le hibou qui ulule. Non, ça ulule le hibou. Oui, c'est ça. Et on va jouer à faire peur à l'enfant, justement. Et au fur et à mesure qu'on tourne les pages, d'ailleurs, le cadre se resserre et la bête se rapproche du petit garçon. Le loup qui est tapi dans les bois. Et en fait, donc ce livre se base sur une chute. Et la chute, c'est qu'en fait, le loup, justement, va protéger le petit garçon de la chute d'un arbre dans la forêt. Et le loup qui apparaissait noir, en fait, tout bêtement à cause de l'ombre, apparaît comme une grosse bête blanche qui va lécher la bouille de ce petit garçon et justement, qui est son sauveur et son ami. Et on tombe là dans un autre cliché qui est celui du chien, le meilleur ami protecteur. Et justement, en fait, l'enfant se rend compte qu'il a eu peur pour rien. Et il a envie de recommencer, de relire l'album et de rejouer à se faire peur. Et en plus, il sait qu'à la fin, il aura peur pour rien. Et c'est beaucoup, beaucoup ce genre d'album qu'on trouve justement en littérature de jeunesse, qui vont jouer à nous faire peur. Voilà. Et... Oui, Flore. Tu parlais donc de jouer avec les stéréotypes de la sorcière, par exemple, et de ridiculiser un personnage qui est a priori un monstre qui fait peur. Moi, j'aime beaucoup Mario Ramos, qui joue pas mal avec les stéréotypes, justement. Et il a ce personnage du loup, qui est ridiculisé dans plusieurs albums, surtout dans C'est moi le plus fort. Donc c'est l'histoire du loup, le stéréotype du loup, qui a bien mangé et qui du coup n'a pas faim, mais il veut faire un tour dans la forêt pour vérifier un peu sa réputation de grand méchant loup. Et donc en fait il se balade dans la forêt, il rencontre plusieurs personnages, des personnages qu'on retrouve souvent dans les albums jeunesse et dans les contes. Et il leur demande à chacun qui est le plus fort. Et donc tout le monde répond c'est vous, grand loup, vous êtes vraiment le plus fort, vous faites peur à tout le monde. Enfin voilà, ils ont tous un peu le même discours. Jusqu'à ce qu'à la fin, ils tombent sur une petite bestiole verte qui lui dit non, c'est pas toi le plus fort, c'est ma maman. Et donc le loup s'énerve, il est là, comment oses-tu et là, la maman arrive. Et en fait, la maman, c'est un dragon, donc elle est énorme, et le loup se retrouve tout petit en contre-plongée. Et là, il dit et moi, je suis le gentil petit loup. Et donc là, c'est vraiment complètement discréditer la figure du méchant loup, et je pense que ça peut jouer aussi... c'est une autre façon de désamorcer la peur, en fait, de se moquer des figures... des figures de la peur comme le loup, la sorcière, comme tu parlais avec Cornebidouille, ou du monstre qui est caché derrière le lit. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et justement, on voit émerger comme s'il y avait deux traitements de la peur, donc le traitement par le rire, le ridicule, et le traitement par l'héroïsme de l'enfant qui va se tenir droit face à la peur. Ça a quelque chose de rassurant, ces enfants qui combattent la peur. On parlait de Stranger Things tout à l'heure, voir des gamins de 12 ans affronter les gouvernements, les créatures de l'ailleurs, ça a quelque chose... On est dans un monde où les grands, c'est David et Goliath, les grands et les grands terrifiants peuvent être défaits par les petits, en fait. D'ailleurs, j'avais une citation, mais du coup, j'ai pas trouvé la traduction. Je vous en traduirai l'idée, mais Grégor va vous la prononcer. Après tout, c'est facile, tout ça. Il est notre Englishman de référence. Donc c'est une citation de Chesterton, c'est ça ? C'est ça, de Chesterton, en fait. Chesterton, c'est un auteur qui est plus connu dans le monde britannique. Et en fait, c'est une des références de Neil Gaiman, dont on va parler tout à l'heure en plus, et de Terry Pratchett. Voilà. Bon, je vais vous lire ça alors. Fairy tales do not give the child his first idea of boogie. What fairy tales give the child is his first clear idea of the possible defeat of boogie. The baby has known the dragon intimately ever since he had an imagination. What the fairy tale provides for him is a Saint George to kill the dragon. C'est ça.
Donc l'idée, en fait, c'est que on n'aurait pas besoin de contes de fées s'il y avait juste à parler de la peur, s'il y avait juste à parler de dragons, de monstres. On n'en aurait pas besoin, le réel en est bien assez fourni. Nos instincts font vivre la peur. Ce dont on a besoin, c'est de héros qui luttent contre la peur et qui nous montrent que la peur peut être défaite. Et c'est pour ça, dans cette citation, on dit que, en fait, les histoires ne disent pas aux enfants que les dragons existent. Ça, ils le savent, ils le ressentent depuis toujours. Le dragon comme cristallisation du mal. Tout comme le loup l'est d'ailleurs, parce que le loup c'est l'alter ego maléfique de l'enfant, finalement, souvent. Non, les contes de fées nous disent qu'il y a un Saint-Georges pour tuer le dragon. Bon, la référence biblique avec justement cet ange qui va abattre le dragon. Voilà. Émission sur le thème de la peur, je reste avec vous pour parler du roman Coraline de Neil Gaiman. Donc quand on a choisi ce thème de la peur, j'ai tout de suite pensé à Coraline. C'est un roman que j'avais lu une seule fois. Un roman, oui, que j'avais lu une seule fois quand j'étais en 6e et que j'avais présenté devant la classe. Et donc je l'ai relu pour vous, pour l'émission d'aujourd'hui. Donc Coraline, c'est une petite fille de 10 ans qui emménage dans une maison, une vieille maison étrange. Et elle est entourée par des personnages loufoques. Donc on a les demoiselles Spic et Forcible, qui sont de vieilles dames nostalgiques de leur passé d'actrice. Et elle a aussi le vieux toqué du dessus, qui est un dresseur de souris. Donc voilà, a priori, elle fait un peu la connaissance de ces personnages, mais elle se rend vite compte qu'elle s'ennuie et ses parents ne sont pas là pour s'occuper d'elle. Donc elle se sent un peu seule et elle commence à explorer la maison. Elle fouille un peu le jardin, toutes les pièces de la maison, jusqu'à ce qu'elle découvre une porte dans un vieux salon abandonné. Et sa mère ne veut pas lui dire ce qu'il y a derrière cette porte. Selon elle, il n'y a rien d'intéressant. Mais forcément, Coraline, très curieuse, va ouvrir cette porte et découvrir derrière un appartement qui ressemble en tout point au sien. Voilà, exactement la même disposition des meubles, elle retrouve à l'identique. Et dans cet appartement, il y a deux personnages qui sont... Elle les appelle ses autres parents, parce qu'en fait, ils ressemblent en tout point à ses parents, sauf qu'ils sont beaucoup plus flippants que ses parents. Ils ont tous leurs membres qui sont longilignes, ils sont pâles, donc un stéréotype un peu du côté effrayant. Ils ont et surtout, ils ont des boutons à la place des yeux. Tous les personnages de l'autre côté de l'appartement ont des boutons à la place des yeux. Et donc, au départ, elle explore un peu cet appartement. Elle n'a pas spécialement peur. Elle est juste très, très curieuse. Elle fait un peu la connaissance de tout ce qui se cache dans cet autre appartement. Et elle fait la connaissance, du coup, de ses autres parents. Donc voilà, au début, elle n'a pas peur. Mais, au fur et à mesure, elle se rend compte que ses autres parents ont un projet, c'est de la garder pour eux, de la garder pour eux. Ils lui disent qu'ils l'attendent depuis toujours et qu'elle doit rester avec eux parce qu'ils l'attendent et que c'est leur fille. Et aussi, ils veulent lui coudre des boutons à la place des yeux pour qu'elle fasse entièrement partie de la famille. Donc là, à ce moment-là, quand elle se rend compte un petit peu de ce manège, là, elle prend peur et elle s'enfuit. Elle retourne dans son vrai appartement. Sauf que, quand elle rentre chez elle, elle se rend compte que ses parents ont disparu. Et donc ça, c'est un petit peu gênant. Et donc même si ses parents n'étaient pas très présents, mais bon, quand même. Donc elle va retourner de l'autre côté de la porte, dans l'autre appartement, et pour aller rechercher ses parents, qui ont en fait été kidnappés par cette autre mère. Donc elle va devoir combattre sa peur et passer au-dessus de plusieurs obstacles qu'a mis sur son chemin l'autre mère, afin de sauver ses parents de ce kidnapping, entre guillemets. Donc pour le traitement de la peur dans Coraline, au tout départ, elle n'a pas peur, c'est ce que je disais tout à l'heure.
au début du livre, il y a une de ses voisines qui lui prédit qu'elle est en danger. Et à ce moment-là, ça lui fait pas peur, le danger. Je vais vous lire juste le petit extrait. Alors, pardon. Avec cette brume, tout prenait des allures fantomatiques. Alors comme ça, je suis en danger, songea-t-elle. C'était drôlement excitant et ça n'avait rien de négatif. Enfin, pas tellement. Donc voilà, au départ, elle n'a pas peur, elle est curieuse et c'est presque excitant. Voilà, c'est excitant pour elle d'être en danger. Mais forcément, ensuite, les événements s'enchaînent et elle commence à avoir peur de cette autre mère. Et c'est donc quand elle se rend dans l'appartement pour la 2e fois qu'elle va vraiment devoir affronter la peur. Et elle dit elle-même que c'est courageux de retourner dans un endroit où on sait qu'on est en danger. Et c'est que quand on sait qu'il y a un risque qu'on est vraiment courageux. Elle raconte un souvenir d'enfance où en fait elle s'est baladée avec son père et ils sont tombés sur un nid de guêpes. Et donc son père est un peu resté en se sacrifiant entre guillemets pour elle pour qu'elle puisse se sauver, et lui il s'est fait un peu fait piquer par les guêpes et pour qu'elle puisse s'échapper. Et voilà, ils s'en sont sortis comme ça. Mais son père avait oublié ses lunettes, a fait tomber ses lunettes à cet endroit et il a dû y retourner. Et elle dit que c'est ça le vrai courage, c'est d'y retourner quand on est conscient du danger qu'il y a. Parce que quand on n'est pas conscient du danger, c'est pas du courage, selon Coraline. Et c'est que quand on sait qu'il y a un danger que intervient vraiment le courage. Donc elle dit, le courage c'est quand on a peur, mais qu'on y va quand même. Donc voilà, donc Coraline. Et selon moi, Coraline c'est un peu un récit initiatique, puisqu'en fait elle doit combattre sa peur, affronter sa peur, dans cette maison qui est peuplée aussi de créatures étranges, d'espèces de monstres, ça grouille un peu de partout, c'est sombre. Et donc j'avais sélectionné pour vous un petit extrait qui représente bien cette ambiance. Donc. Dans son imagination, rien n'était aussi effrayant que le simple fait de sentir le regard de cette chose sur elle. Son cœur battait à grands coups. Elle fit encore un pas. Jamais de sa vie elle n'avait eu aussi peur. Pourtant, elle continua d'avancer, jusqu'à ce qu'elle arrive devant la chrysalide. Elle enfonçait la main dans la blancheur visqueuse de la chose sur ce mur. Il y eut un crépitement, comme un bruit d'un minuscule feu. La substance adhéra à sa peau et à sa manche, comme une toile d'araignée ou une barbe à papa. Elle tendit le bras vers le haut et entra en contact avec une main froide, qui, s'aperçut-elle, tenait au creux de sa paume une autre bille en verre. La peau de la créature était glissante, comme enduite de gelée. Coraline chercha à s'emparer de la bille. Donc voilà, j'imagine que vous pouvez un peu sentir l'ambiance et les monstres auxquels elle va être confrontée. Et donc ce parcours intervient comme un récit initiatique, parce que là elle dit voilà, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, et pourtant elle y va quand même. Elle est obligée de se rapprocher de ce monstre pour récupérer un élément qui va être important pour qu'elle puisse s'enfuir. Et donc voilà, et donc c'est un récit initiatique parce que quand elle revient dans son monde et qu'elle arrive à sauver ses parents, elle revient dans son monde et là elle en revient grandie. Elle a changé de point de vue sur le monde. Oui, avant elle s'ennuyait. Oui, ses parents ne sont toujours pas très présents pour elle. Mais elle a combattu ses démons, entre guillemets. Elle a grandi et elle s'est rendue compte de la chance qu'elle a et de la chance d'avoir des désirs. Puisque en fait, ses parents, pour essayer de la retenir, ses autres parents, là, ils essaient de lui dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu as envie de faire. Ils veulent combler tous ses désirs. Et elle, très sage d'ailleurs, pour une fille de 10 ans, elle dit non, c'est pas comme ça que je veux vivre. Si je comble tous mes désirs, je vais plus rien avoir à faire. Et donc elle accepte, en revenant dans son monde, d'être frustrée par moments, et elle prend conscience de l'importance de cette dimension dans sa vie. Et même si avec ses parents ça se passe pas forcément bien, ça se passe mieux parce qu'elle a découvert cette dimension-là.
Oui. C'est assez exceptionnel parce que ça me fait penser à un parallèle que j'aurais jamais cru faire avant. Donc Coraline et le roi lion. Explique-nous ça. Ouais, je vais essayer de vous vendre ça, mais franchement, j'espère être convaincant. Parce que c'est assez similaire en fait. Simba qui cherche à se faire peur au début du film en allant dans le cimetière des éléphants et qui fait face à son père justement après. Et quand son père lui demande pourquoi, elle lui dit: je voulais faire comme toi, je voulais être courageux. Et son père lui explique que c'est pas ça le courage et qu'il a tout le temps peur et que c'est là que c'est le courage, c'est d'apprendre à avoir peur pour, en particulier d'ailleurs pour Simba. Et Simba, il a le même choix finalement qui lui échoue à un moment, c'est quand il se retrouve avec Timon et Pumba, où il a tout à... Ah oui. Ouais, il a tout à profusion, on lui offre tout. Et en fin de compte, la seule peur qu'il ait, c'est de retourner dans... C'est faire face à ses anciens démons, certainement, mais aussi retourner à sa vie de roi et sa vie quotidienne, où il y aura des difficultés. Et son vrai courage, c'est finalement de réussir à quitter cet endroit où il aurait pu tout avoir pour accepter ses responsabilités. Et c'est finalement vachement similaire avec la structure de Coraline. Et il a réussi à faire le lien. Hein. Et, pardon. Non, pour étayer ce que dit Grégor, en fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis par rapport à la dimension initiatique. Et finalement, ça fait sens avec le Roi Lion parce que c'est quelque chose... Enfin là, on est dans la vulgarisation, mais chez les théoriciens littéraires, ceux qui ont choisi de s'intéresser à l'initiation, qui est un thème hyper important évidemment dans la littérature de jeunesse parce que c'est la littérature qui parle de ce qui grandit et qui nous fait grandir. La tentation de l'oubli et la tentation de rester dans un monde confortable et paradisiaque, en fait, qui soit presque... qui est factice en fait, comme un monde avant la vie réelle, in utero, ça fait partie des tentations de l'initiation justement. Et c'est en refusant, en sortant de ça, qu'on arrive à grandir. Ça m'a fait penser, quand tu parlais du désir, à Pinocchio. Pinocchio, il est un moment emmené au pays des joujoux en fait, et où les enfants qui n'arrivent pas à en sortir parce qu'ils s'amusent trop sont transformés petit à petit en ânes. Et y a cette idée du désir comblé en fait, et qui représente en fait un danger énorme parce que derrière on va se transformer en quelque chose de négatif au lieu de grandir. On va régresser au statut animal. Bref. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait de ressortir grandi. Et je pense que c'est lié aussi avec ce côté avec les parents et ce monde qui ont justement des boutons à la place des yeux. C'est justement pour ne pas voir. Ils s'enlisent dans un mensonge et c'est quand elle va retourner à la réalité qu'elle verra, qu'elle prendra conscience de la vraie vie en fait. Ouais. Et elle verra à nouveau avec ses yeux d'adulte. Ouais, en plus le regard c'est super important dans Coraline parce que les boutons en fait représentent les yeux de la fausse mère, la créature négative en fait, elle coud des boutons à tous les personnages de son univers et elle a cousu des boutons sur une poupée, je crois qu'elle a offert à Coraline. Enfin ça c'est peut-être juste le film. Oui, je pense que c'est juste le film. C'est que dans le film. Ouais. D'accord. Bon dans le film ils ont décidé de traiter ça en fait en donnant une poupée à Coraline. Dans le monde réel, une poupée qui a des boutons à la place des yeux, et c'est par ce biais que la mère en fait elle observe dans le monde réel et qu'elle va l'attirer en anticipant ses désirs puisqu'elle a observé sa vie quotidienne dans son monde à elle. Et mais ça fout trop les jetons. Ces boutons à la place des yeux, la peur de perdre ses yeux ou de perdre ses dents ou de perdre ses cheveux, c'est un truc hyper archaïque je trouve. Et je pense que tu as raison Morgane quand tu parlais de l'illusion en fait, parce que on comprend très vite dans l'appartement parallèle que en fait c'est un appartement qui a été créé par l'autre mère, et même les personnages qui habitent cet appartement ont été créés par l'autre mère. Et Coraline quand elle explore les alentours de la maison, elle se rend compte que c'est un endroit qui est fini en fait. Autour, il est entouré par une sorte de brume, et au fur et à mesure qu'elle avance, l'endroit il perd de sa réalité en fait, parce que c'est qu'une illusion, et du coup ce monde qui a été créé, il est fini parce que c'est pas un vrai monde. Et tout a été créé par l'autre mère pour attirer Coraline. Et voilà, même les personnages, en fait, même l'autre père, en fait, il est... au départ, il ressemble vraiment à son père. Et au fur et à mesure, il dépérit, en fait. Parce que l'autre mère ne s'occupe plus de lui, ne fait plus attention à lui. Et il dépérit, il perd cette forme-là. Et on se rend compte que lui aussi, c'est une créature de cette autre mère, encore une fois. Et après tous ces parallèles assez
édifiant. La semaine prochaine, on vous expliquera en quoi Dumbo et 50 nuances plus sombres sont le même film en fait. Alors, tout de suite, Damien va vous parler d'un grand classique, un roman gothique, le Frankenstein de Mary Shelley. Maintenant ? Oui, bon. Désolé. Voilà. Me voilà. Fais pas ta Marie. Hein ? Oui, je fais ma Marie, désolé. Enfin, c'est émotion. Alors, je vais vous parler donc de Frankenstein. Alors, évidemment, quand on parle du thème de la peur, il est impossible de passer sur un... Merci, teneuse de papier. Donc, impossible de parler donc d'une des plus grandes figures littéraires du 19e siècle, il s'agit de Frankenstein ou le Prométhée moderne. Donc c'est un roman publié en 1818 par la romancière britannique Mary Shelley. Donc c'est une œuvre qui est considérée comme le dernier grand roman gothique anglais. Le genre gothique mélange à la fois le sentimental et le macabre. Frankenstein est devenu un mythe qui a eu droit à de nombreuses adaptations cinématographiques et théâtrales tout au long du XXe siècle. Alors, de quoi ça parle ? Le roman est sous la forme épistolaire et raconte en introduction la rencontre de Robert Walton avec un chercheur du nom de Victor Frankenstein. Walton raconte par le biais d'une lettre adressée à sa sœur Margaret le désarroi du savant face à la fabrication de sa propre créature. En effet, Victor a créé un être vivant qui a été assemblé avec des membres humains de plusieurs cadavres. C'est pas très beau, on va dire. Cet être vivant est l'innocent type qui est capable en fait de faire aussi bien le mal que le bien. Donc horrifié par l'aspect hideux de l'être auquel il a donné vie, Frankenstein va par la suite abandonner son monstre entre guillemets. Mais ce dernier, cette créature qui est douée en fait d'une très grande intelligence, va se venger d'avoir été rejeté par son créateur, et puis aussi il va se venger car il va être par la suite persécuté par le reste de la société. Et donc la haine que vouera la créature à son créateur ne fera que refléter son infini désespoir. Et on peut dire aussi que la trame du récit est tirée de la tragédie antique. En effet, Frankenstein est poursuivi par le monstre comme les héros de la tragédie grecque étaient poursuivis par les furies. Alors, il va y avoir 2-3 petites pauses lecture. La première, je vais vous lire en fait le passage où Victor Frankenstein raconte la création de son monstre. Je vais vous dire de suite, donc c'est chapitre 5. Alors, une sinistre nuit de novembre, je pus enfin contempler le résultat de mes longs travaux. Avec une anxiété qui me mettait à l'agonie, je disposais à portée de ma main les instruments qui allaient me permettre de transmettre une étincelle de vie à la forme inerte qui gisait à mes pieds. Il était déjà 1h du matin. La pluie tambourinait lugubrement sur les carreaux, et la bougie achevait de se consumer. Tout à coup, à la lueur de la flamme vacillante, je vis la créature entrouvrir des yeux d'un jaune terne. Elle respira profondément, et ses membres furent agités d'un mouvement convulsif. Comment pourrais-je dire l'émotion que j'éprouvais devant cette catastrophe, ou trouver les mots pour décrire l'être repoussant que j'avais créé au prix de tant de soins et de tant d'efforts ? Ses membres étaient, certes, bien proportionnés, mais je m'efforçais de conférer à ses traits une certaine beauté. Alors, pour reprendre le fil de mon exposé, on pourrait dire aussi qu'à l'inverse d'une autre figure de l'horreur, de la littérature du XXe siècle, qui est précisément Dracula, de l'auteur Bram Stoker, la créature de Frankenstein est créée de toutes pièces par l'homme. La création chez Mary Shelley est en réalité de l'ordre du péché. Et si Dracula a tendance à dissimuler sa véritable nature, la créature ici va montrer ses faiblesses. Donc on constate donc que la peur dans l'œuvre de Mary Shelley, elle est protéiforme. La peur a donc plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a la peur, ou plutôt l'effroi, qui se manifeste
dans la description très détaillée des travaux du savant pendant et après la création du monstre, notamment avec un champ lexical du macabre. Un sentiment de honte envahit le savant face à cette créature hideuse, d'autant plus qu'au fil du roman, des meurtres inexpliqués ont été perpétrés. Donc je vais vous lire un petit passage sur l'esthétique du macabre pour que vous puissiez bien cerner un petit peu la tonalité du roman. Père Castor macabre. C'est exactement ça. Attention, ça fait peur. Je collectais des os dans les charniers et je violais de mes doigts profanes les secrets extraordinaires de l'organisme humain. J'avais installé un atelier, ou plutôt une cellule, destinée à mon immonde création, dans une chambre isolée tout en haut de l'immeuble, et séparée des autres appartements par une galerie et une volée d'escalier. J'avais l'impression que les yeux me sortaient des orbites lorsque je me livrais à mes odieuses manipulations. La salle de dissection et l'abattoir me procuraient une grande partie de mes matériaux, et souvent la sensibilité de ma nature humaine me faisait me détourner avec dégoût de mon travail. Cependant, poussé par une ardeur sans cesse croissante, je poursuivais ma tâche. On constate donc que la peur, comme là je viens de vous le dire, donc la peur est du côté du scientifique, mais la peur est également du côté de la créature, ce qui va en fait créer progressivement de l'empathie aux yeux du lecteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait la créature va être abandonnée par son géniteur et va vivre en marge de la société. Donc la créature va observer et affectionner les comportements humains sans pour autant vivre au sein de cette société. Donc il va vivre de manière assez marginale. Et donc la peur du rejet des autres, qui est initiée par son créateur, Victor Frankenstein, est palpable. Donc tout au long du roman, il va y avoir une forte tension entre l'amour et la haine entre Frankenstein et sa créature. Donc on peut dire que la peur ici va conduire les deux protagonistes à un point de non-retour qui va accentuer aussi bien la paranoïa du savant que la folie meurtrière du monstre. En effet, s'il y a vraiment une scène qui va être charnière dans ce roman, c'est lorsque la créature qui va être complètement désespérée va demander au savant de lui créer en fait une femme aussi hideuse et difforme que lui et qui ne refuserait pas son affection. Et face au refus de dernière minute du scientifique, la créature qui montrait au début du roman une certaine sensibilité auprès du genre humain va se révéler bien plus démoniaque qu'on ne le pensait. Et on remarque donc que la créature va dépasser la folie initiale de son géniteur. On constate donc que la peur est omniprésente aussi bien dans l'ambiance, dans l'esthétique et dans la psychologie des personnages, et ce qui va conduire à la perte de nos deux personnages. Et pour conclure cette brillante démonstration, tout en modestie, c'est toujours en modestie avec moi, c'est très bien Grégor, c'est très bien. Je vais donc vous lire un petit passage sur la démence du savant, chapitre 21, qui est assez, on va dire, éloquente. Je vous lis de suite. Alors, de fortes fièvres succédèrent à cette défaillance. Pendant 2 mois, je demeurai entre la vie et la mort. J'appris plus tard que, dans mon délire, j'avais affreusement divagué. Je m'étais accusé des meurtres de William, de Justine et de Clerval. Parfois, je suppliais ceux qui me soignaient de m'aider à supprimer le monstre qui me tourmentait. À d'autres moments, je sentais déjà ses doigts immondes m'étreindre le cou, et je poussais alors des cris de terreur. Heureusement, comme je m'exprimais dans ma langue maternelle, M. Kerwin fut le seul qui put me comprendre. Quant aux autres, mes gestes désordonnés et mes cris déchirants les terrifiaient. Waouh. Ce que tu dis, c'est vachement intéressant Oui. pour le. Bien sûr, oui, modeste.
Cette autre facette de la peur qu'on voit, finalement, on se demande qui est le plus monstrueux. Est-ce que c'est vraiment le monstre ou est-ce que c'est vraiment le scientifique ? Il y a vraiment quelque chose de paradoxal où au début, on est plutôt du côté du scientifique, je pense. On voit les morceaux de cadavres. Il n'y a pas de... on ne le présente pas comme ayant une âme, et pourtant, tout au long de l'histoire, et je pense surtout à cette scène avec cette petite fille ou encore avec cet aveugle qui sont très très touchantes, où on se rend compte que la créature, il y a quelque chose presque de plus humain que ce côté finalement assez délirant de ce délire quand il se met à hurler comme une bête dans le passage que tu viens de nous lire. On se demande vraiment qui est le plus monstrueux. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que déjà c'est un roman qui est construit qui est construit comme un roman épistolaire. Donc en fait on a au début donc la lettre de Robert Walton. Ensuite, on a le point de vue du savant. Donc il nous explique toute sa mécanique et pourquoi il en est donc venu à vouloir créer un monstre. Et donc on est assez terrifié. Et ensuite, on a en plein milieu du roman le point de vue du monstre. Et là, on se rend compte que le monstre en fait a beaucoup plus de sensibilité humaine, alors que c'est un artifice créé par l'homme. Donc ce qui est assez paradoxal. Et finalement, on a donc ce renversement de situation à la fin où finalement le savant est tellement dépassé par sa création que ça court à sa propre perte et aussi à la propre perte de sa créature. Mais aussi, je pense qu'il y a aussi peut-être une critique aussi de la découverte scientifique. Donc je pense aussi que c'est pour ça que je trouve que c'est aussi une œuvre assez moderne, dans la mesure où on peut aussi reprendre ce thème-là avec, par exemple, je sais pas, par rapport à la découverte du nucléaire qui pose problème aujourd'hui. Donc est-ce que la création ne dépasse pas l'homme dans sa logique et dans sa folie? Et finalement, en fait, on ressent beaucoup de compassion pour cette créature. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi actuellement dans notre littérature de jeunesse moderne. Par exemple, l'image de Shrek. C'est encore un parallèle peut-être assez curieux par rapport au Frankenstein. Non. Mais justement, on va être du côté de la bête, et finalement, c'est la bête qui va se montrer plus... la différence, c'est que Shrek, il a pas d'épaisseur psychologique. C'est vrai qu'il est... Oui. Oui. À part, je crois que tu sous-estimes un peu Shrek. Frankenstein tue quand même... Il me semble qu'il y a une histoire de meurtre dans... On montre quand même son côté monstrueux. Oui, c'est lui qui étrangle en fait au fur et à mesure les membres de la famille. Oui, c'est quand même assez... Voilà. Alors, après cette présentation horrifiante, on vous propose d'écouter un morceau de métal sélectionné par Juliette, Dracula de Rob Zombie. Restez avec nous parce qu'on va faire grimper le flipomètre avec un manga recommandé par Morgane. Radio Boomerang 89.7 FM. Vous êtes toujours sur Radio Boomerang dans l'émission Scriptonite. Donc comme je vous le disais, on va crescendo dans les réactions face à la peur. Tout de suite, Morgane vous présente un manga psychologique. Qui dit peur, dit frisson, sang et psychologie. Je vais vous parler de King's Game, dont l'histoire est tirée du light novel de Nobuaki Kanazawa, un manga que je classerais dans la catégorie horreur. Si je devais vous donner un chiffre, je dirais que sur l'échelle de mon flipomètre, ce manga s'élève fièrement à 87%. Pour quel profil ? Plus de 14 ans, en dessous, pour moi ça fait un petit peu juste, en raison des thèmes abordés tels que la violence, la sexualité ou encore la condition du genre humain. King's Game s'inscrit dans la lignée des Survival Games, des éditions Kiyun qui comptent également dans leur catalogue les phénomènes Doubt et Judge. Parlons un peu du contenu. Ma première impression, la qualité incontestée des graphismes, ces derniers sont soignés, fluides et aérés, pas de surcharge graphique ou de plans brouillons. King's Game est un régal pour l'œil.
Quelques mots sur le scénario. Une classe de seconde se voit contrainte de participer au jeu du roi. Jour après jour, à minuit pile, ils reçoivent un SMS contenant un ordre qu'ils devront accomplir dans les 24 heures, sous peine de recevoir un gage. Au début, tout commence de manière assez mignonne et provocante. Les deux élèves désignés doivent s'embrasser, mais bien vite, les ordres du roi se font plus psychologiques, mais surtout plus humiliants. Le cauchemar commence alors. Les élèves découvrent qu'il ne s'agit pas d'un canular et que toute désobéissance entraîne la mort. Suicide ou meurtre, mysticisme ou rationalité, la mort s'abat inéluctablement tandis que nos héros tentent de démasquer le roi. Mais y parviendront-ils à temps ? Réponse dans le 5e et dernier tome. Alors pourquoi avoir choisi de vous parler de King's Game en particulier ? Au-delà de la peur de la mort qui peut s'abattre de manière quasi imprévisible, ce manga développe l'idée que l'homme est un loup pour l'homme. Le danger suprême n'est rien d'autre que la peur elle-même. En effet, c'est sous le coup de la peur que les élèves de cette classe, comme les autres, se divisent et font ressortir le monstre qui sommeille au fond de chaque être humain. Le développement psychologique des personnages est particulièrement réaliste et c'est cet aspect qui est le plus effrayant de ce récit. Si vous avez aimé la saison 1 de King's Game et avez été marqué par les réactions parfois très humaines et émouvantes de certains personnages, il vous faut savoir alors que la saison 2 intitulée King's Game Extreme porte très très bien son nom et qu'il n'y a parfois vraiment qu'une mince frontière entre l'homme et l'animal. Je dirais pas de point négatif particulier à signaler. Personnellement, j'ai trouvé la fin cohérente et vraiment sympathique. Enfin, au vu du contenu sympathique, c'est peut-être pas le mot le plus approprié, mais la justification du mystère, elle est toutefois un petit peu floue dans la version manga. Donc, si vous voulez vraiment pousser plus loin votre expérience de lecture et obtenir la réponse à chacune de vos interrogations, je vous invite à lire le roman de King's Game, traduit en français et paru aux éditions Lumen. Alors moi j'avais une petite question pour toi Morgane. Je me demandais quel genre de défis sont lancés en fait, histoire d'avoir un petit aperçu. Alors le genre des défis, le tout premier comme je disais est vraiment tout mignon, ça va être un garçon pas très populaire et une fille très 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 populaire qui vont devoir s'embrasser. Et forcément on a cette vue genre des élèves qui attendent très très à l'avance pour une fois dans la salle de cours et qui sont alors il est où le garçon, elle est où la fille, ils vont s'embrasser, ils vont le faire. Et justement on a ce côté vraiment très amusant. Ça vire vraiment de manière un peu plus humiliante. C'est comme si le roi connaissait la personnalité de chacun et avait presque prédit la réaction qu'il pourrait avoir. On sait très bien qu'il y a des relations, des sortes d'hiérarchie dans une classe, et par exemple, un tel et un tel doivent coucher ensemble. Et là, forcément, nettement, les gens sont pas d'accord. Ah non, les gens vont pas venir en cours, tout ça, et forcément, on va commencer à voir les premières morts qui vont arriver. Ou justement, si l'ordre est réalisé, les premiers ados qui vont péter un câble et complètement pousser à bout ces autres élèves pour justement, on se demande vraiment si c'est des suicides ou des meurtres finalement, parce que il y a vraiment des morts, c'est vraiment un survival game. Ça peut être des ordres de type tu envoies un SMS à un tel, tu sais que cette personne va mourir, et cet SMS ça va pas être quelqu'un qui aura un désir de vengeance, ça sera la plus discrète, la fille la plus mignonne, la plus gentille de la classe, qui du coup va avoir une pression complètement surdimensionnée par rapport à son profil. C'est vraiment pousser les gens dans leur retranchement, c'est ce genre d'ordre en fait. D'accord. Le futur de Secret Story qu'on attend tous quoi. Bon, il y avait deux questions, je vais essayer d'aller vite. D'abord, une remarque, tu parlais du lien avec l'animalité, un moment, frontière avec l'animalité. Et justement, c'est un thème aussi qui est très très abordé. Je parlais de loup-garou au début de l'émission et tout ça. Bref, en fait, c'est parce que c'est l'altérité, c'est l'autre. Et l'autre, il nous fait peur. Et en fait, j'ai l'impression que la peur est d'autant plus forte dans ce que tu nous as présenté, parce qu'on devient étranger à soi-même, en fait. Clairement, je pense que c'est d'ailleurs si on peut parler de personnage vraiment principal, parce qu'ils sont un peu tous. Le premier qu'on va suivre, justement, il garde cette peur tout le long. Je veux rester honnête, je veux aider mes camarades, et jusqu'au bout, il va vouloir aider ses camarades et avoir peur d'être justement autre. Et il va voir justement son meilleur ami, alors son pire rival aussi, genre changer et avoir la trouille de céder. Et d'ailleurs, suspense, est-ce qu'il va céder à ses pulsions? Est-ce qu'il va vraiment s'animaliser? C'est vraiment un gros enjeu de ce manga.
Et du coup, est-ce qu'on peut établir une filiation, j'imagine forte avec Battle Royale, oui, clairement. qu'on connaît, et ça me fait penser à Saw aussi, pour le côté... Oui, le côté un peu jeu, étape. Ça n'a pas l'air d'être aussi gore que Saw, par contre, dans ce que tu dis. Disons que les morts sont assez curieuses. Par exemple, ils vont recevoir un SMS en disant le gage a été établi, un tel va mourir d'une crise cardiaque. Et on va le voir vraiment avec écument, en train de mourir et de faire une crise cardiaque. C'est pour ça, c'est pas meurtre, mysticisme. Vous ne voyez pas, mais Dany jubile. Dany jubile, c'est une fille dangereuse. Et justement, au niveau particulièrement gore, c'est que si machin est décapité, c'est assez curieux, on va voir la tête complètement volée et éclaboussée de sang la personne qui sera en face. C'est pour ça que est-ce qu'il y a un mécanisme derrière? Te marre pas, c'est super flippant. On ne sait pas s'il y a un mécanisme ou en fait si vraiment il y a quelque chose de mystique derrière. Et c'est du coup un enjeu qui est une ambiguïté qui est fort intéressante quand même. Donc la littérature nous plonge dans des univers divers et elle interroge nos expériences personnelles. Qu'en est-il alors du traitement de la peur dans le jeu vidéo, un média d'autant plus immersif? Dany nous présente tout de suite un jeu vidéo exploitant la réalité virtuelle. C'est moi. Non mais du coup je vais dire quelque chose qui est absolument pas crédible parce que je viens de rigoler tout à l'heure sur les choses un peu gore, mais en fait je suis une flippée, mais donc voilà. Donc en fait je vais vous parler de Dreadhalls sur Oculus Rift et je vais vous justifier mon choix parce que les jeux vidéo d'horreur, j'en ai pas beaucoup fait. Et là, c'était une expérience sur laquelle j'avais pas vraiment le choix, mais que je regrette pas vraiment. Le King's Game. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais j'ai voulu aider, j'aurais pas dû. Donc voilà, en fait, j'ai choisi Dreadhalls, il n'y a pas de scénario. Donc c'est un peu dur, mais je vais tout simplement vous expliquer le sentiment à travers la réalité augmentée, en fait. Quand on parle d'immersion, les gens ils se disent ok, c'est quoi l'immersion et à quel point. Donc en fait, si je devais dire ce que c'était l'immersion avec l'Oculus Rift, c'est comme quand on vous bande les yeux. Donc vous pouvez l'enlever, mais vous savez que vous êtes contraint en fait par quelque chose qui est sur vos yeux. En fait, lorsque vous tournez la tête, du coup, il y a réellement ce mouvement qui vient avec vous, sauf qu'il ne suit pas votre regard. Donc, si vous regardez à droite ou à gauche, voilà, ça ne suit pas. Il faut réellement tourner la tête. Donc, en fait, finalement, on a une réalité augmentée qui marche plutôt bien, mais qui n'est pas parfaite non plus. Donc, on a une certaine immersion, mais à un certain degré, il ne faut pas croire non plus qu'on peut totalement être immergé dans ce jeu. Par rapport à Dreadhalls, comment dire ça? Donc, il n'y a pas vraiment de scénario. C'est un jeu vidéo, je crois, qui a été créé par des indépendants, qui a reçu 2 prix. Un prix d'honneur par Indiecade et un autre prix par rapport à la bande-son. Et là, je vais revenir là-dessus. Le but du jeu est de sortir du labyrinthe. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a comme dans le labyrinthe? Bien sûr, des monstres, différents types de monstres. Donc, on a ceux qui se déplacent et il y a le fameux monstre gargouille. Donc, on arrive dans une salle, on voit la gargouille, on commence à avancer, on se retourne et la gargouille est encore là et elle s'est rapprochée, bien sûr. Donc, c'est toujours sympa. Comment dire ça? Il est assez dur de se diriger dans le jeu. Donc, quand vous vous retrouvez dans une pièce, en fait, il est assez... et que vous voyez une gargouille, du coup, il y a de fortes chances que vous faisiez bouffer, même s'il est restreint. Voilà. Et en fait, le truc qui va beaucoup marcher sur l'immersion, c'est aussi la bande-son. Parce que, donc on est contraint au niveau du regard, mais on est également contraint au niveau du son. C'est vraiment, le son joue beaucoup, beaucoup sur l'immersion, beaucoup plus que ce que l'on croit. C'est-à-dire que j'ai fait 2 tests. Un juste avec l'Oculus Rift et un autre avec l'Oculus Rift et un casque. Et réellement, ça participe à la peur. Et il y a vraiment différentes comment dire ça, réactions. Il y a ceux qui vont avoir peur à la rencontre des monstres.
Et il y a des gens comme moi qui sont flippés dès le début et qui ne sont pas capables d'ouvrir les portes. Donc en fait, comme je vous ai dit, c'est une expérience que j'ai faite et c'était une expérience avec quelque chose pour calculer le rythme cardiaque. Et donc on voyait mes pics juste avant d'ouvrir la porte et jamais après. Le jeu est vraiment, pas spécialement beau, mais il est vraiment immersif et c'est suffisant. On n'a pas besoin de quelque chose qui paraît réel pour avoir peur. Le seul petit défaut à ce jeu, c'est que en fait, lorsque l'on rencontre un monstre, il y a un son extrêmement fort qui vient pour dire qu'on est foutu quoi en fait. Et le problème, c'est que de temps en temps, le monstre arrive par derrière. Et donc on a le son très fort mais on le voit pas. Donc en fait on sait qu'on peut se casser quoi. Enfin, voilà, on court tout droit et on essaye de l'éviter. Et donc c'est à peu près tout par rapport à Dreidels. Ça fait partie, selon le site Casque VR, parmi les 5 meilleurs jeux d'horreur en réalité augmentée sur Oculus Rift. Et je pense que ça vaut vraiment le coup si vous aimez ça. Alors moi j'ai juste une question. Alors qui dit jeu de survival horror dit aussi avoir un arsenal assez conséquent. Alors est-ce qu'il y a des armes genre le bazooka, la mitraillette? Ah oui, j'ai oublié de dire ça, pardon. Je suis désolée. Sans ça c'est pas... Enfin voilà, c'est à base. C'est d'accord. Il faut que ça gicle de partout quoi. La testostérone a parlé. Justement, c'est ça le pire par rapport à ce jeu. En fait, vous avez juste un lampion où il faut de l'essence pour avoir de la lumière. Donc au fur et à mesure, la lumière s'affaiblit. Donc il fait de plus en plus noir dans le labyrinthe. Vous avez que ça, et si vous avez de la chance, trouvez une carte. Voilà. Vous avez aucun moyen de vous défendre. Vous voyez un monstre, vous vous barrez, c'est tout, point barre. Voilà, c'est génial. En fait, vous êtes vraiment dans une idée de réalité augmentée dans le sens où vous êtes un être humain et c'est tout. Sachant que tu allais parler de ce jeu, je suis allée voir une vidéo sur internet d'un testeur américain qui, enfin, je sais plus son nom, mais il a une bouille assez connue. Et oui, je me hâte. C'est juste que, en fait, il a des réactions hyper fortes. Alors, au début, je me dis, ouais, c'est la différence culturelle. C'est les Américains qui en font des caisses. Et après, il dit à la fin, j'ai pleuré pendant Dread Halls. Et on se dit, mais c'est pas possible. On se rend pas compte, en fait, en voyant l'image sur YouTube. En plus, c'est vrai que le jeu est pas très très réaliste. Oui. Mais c'est vrai qu'en donnant l'illusion, je pense directement à nos sens, à notre vue, à nos oreilles. Ça doit être complètement en fait, autre chose. on se rend pas compte à quel point on compte sur nos sens en fait et sur nos yeux, parce que en fait, lorsqu'on voit un film d'horreur, il est limité au cadre de la télé, donc il est assez facile de se décrocher. Et encore, parfois, on peut voir des vidéos où les gars restent pendant 2 minutes figés sur le machin qui vient de sauter sur la télé. Enfin, bref. Et là, il n'y a pas d'échappatoire. Enfin, voilà. C'est l'idée de réalité augmentée, c'est sincère, mais c'est pas à 100%. Ok. Donc l'émission touche à sa fin. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on est très très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. On se retrouve le mois prochain avec une émission sur le thème de l'amitié. N'hésitez pas à nous suivre en attendant sur notre page Facebook Radio Scriptonite. On y postera la liste des livres qu'on a présentés et quelques articles pour compléter nos analyses. On attend vos réactions avec impatience et à bientôt. Scriptonite, l'émission qui décrypte littérature jeunesse et culture pop, chaque mois sur Radio Boomerang 89.7 FM. Gotta meet the new boss by 8 a.m. I'm no Superman.